est parti. Bonjour pour un nouveau live, donc un nouveau live du dimanche, donc un nouveau live autour des jeux japonais. Voilà, bienvenue chez Pierre. Salut Thanos. Donc on va faire un petit live. Donc finalement, malgré ce que je vous avais dit avant, ça sera ni sur les jeux Senseiya, ni sur les parties Joy. Finalement, on va parler d'Albator ce soir. On va parler de jeux société Albator. Donc on va revenir pas mal en arrière, une génération même avant la mienne. Plutôt la génération de mon grand frère, même le plus grand d'ailleurs. Mais donc on va parler de deux jeux de société que j'ai autour d'Albator, dont un qui est vraiment magnifique, que j'ai devant moi là. Malheureusement la boîte n'est pas dans un super bon état, mais le jeu en lui-même est très bon état et complet. J'avais déjà fait j'avais déjà fait une vidéo en japonais sur ce jeu. Et depuis j'ai eu un deuxième jeu en fait qu'on va voir aussi. On va commencer par le deuxième jeu, le petit, puis on verra le grand jeu après. On va peut-être regarder les règles, un peu comment ça se joue, de quoi ça parle. Le petit, je l'ai genre ouvert qu'une seule fois, donc je sais vraiment pas comment c'est vraiment à l'intérieur. Enfin, ça fait un moment quoi. Donc on va le redécouvrir ensemble. C'est une série de jeux où il y en a beaucoup dans cette série, mais j'en ai assez peu moi. Et voilà, bon, on va voir tout ça. Et si je suis motivé, après on essaiera de prendre la revanche sur un des 3 jeux japonais indépendants qui m'a mis une rouste, les 2 derniers lives que j'ai joués. Donc on verra à quelle heure on finit. Là, il est au Japon, il est presque 22h. Donc le café est encore ouvert jusqu'à 11h, 11h30. Bon, on est dimanche soir, donc a priori il n'y aura personne. Mais bon, on n'est pas à l'abri de faire une petite pause, si jamais il y a des clients qui arrivent. Donc voilà, on va tranquillement passer sur les caméras de jeu. Donc j'ai le nouveau micro qui est installé. Donc normalement le son ne devrait pas être trop mal. Moi sur mon casque, sur le retour, ça n'a pas l'air trop mal. Et ouais, donc le son ne devrait pas être trop mal. Ça c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai pu setup les caméras, donc on va pouvoir voir un peu tout ça vraiment de près, quoi. On va pouvoir regarder les boîtes de jeu, on va regarder ça, tout ça tranquille. Voilà, donc, ouais, donc on a vraiment une très belle pièce. Mais avant de voir ce jeu-là, on va voir le jeu suivant. Tac. Ouais, on a une caméra de proctologue. Je peux montrer des choses intimes. Je peux, je peux montrer mon café aussi un peu plus. Non, c'est pas le bon bouton. Ça. Là, on voit bien que je suis complètement tout seul dans le café. Voilà, avec un petit baby-foot à l'entrée là-bas. Tous les jeux donc modernes, japonais pour les clients. Dans la vitrine, plus que vieux jeux et anciens jeux japonais. Et de l'autre côté, devant moi, tout ce qui est dans le placard au-dessus et empilé à droite et au 3e étage, tout ce qui est gros Kickstarter. Salut Super Brico. Donc hop, c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui on va regarder ce jeu. On a déjà fait une vidéo en japonais sur YouTube pour le présenter, donc une vidéo courte. Et là on va regarder ça plus tranquillement en live sur Twitch, en français. Mais avant ce jeu-là, on va regarder un autre jeu de la même société, plus petit, cette collection-là. Tac, on va zoomer un peu. Voilà, donc Captain Harlock, qui est le nom japonais de Albator. Bon. Ah oui, bah forcément, oui. Comme toujours. J'ai pas mes lunettes. Alors, le truc cool, c'est que maintenant, le micro, il est sans fil. Donc, quand je pars, je peux continuer à vous parler. Hop. Déjà que lire le japonais, ça me demande un certain temps de lecture à chaque fois. Et en plus, sans les lunettes, c'est encore pire. Voilà. Donc, Shukuteki Maji wo Yatsukero. Captain Harlock Game.
Kaizoku Captain Harlock, le titre complet en fait. Pirate de l'espace. Albator. Et donc ça c'est une collection de games qui s'appelle les Skull Punchy. Donc c'est des petits jeux dans un petit format en fait comme ça. Ça ressemble beaucoup au manga game par époque. Donc ça c'est fait par Takala. Takala c'est une société qui va après se fusionner avec Tomy pour donner Takala Tomy. Et c'est une société de jeux de société, de jouets japonaise, assez ancienne. On va ouvrir tout ça. Donc c'est ces jeux qui sont fournis dans des boîtes comme ceci. Là, on a un jeu qui va de 2 à 4 joueurs. Le plateau qui s'installe au milieu comme ça. Très très joli jeu. Ça glisse pas du tout sur le. Oula. Ça glisse pas du tout sur le tapis parce qu'en fait il y a des accroches derrière. Et ça avec un genre de d'aimant. On va regarder le plateau en gros. Grosse. On va se mettre comme ça, on aura moins de. Illustrations qui sont très très belles. Donc là on a une genre de bataille de l'espace qui se joue un peu comme un genre de jeu de loi. Ouais, c'est des jeux qui sont portables en fait. Et il y en a plutôt une collection assez importante. Donc, je sais pas si c'était pensé pour ça ou pour économiser les coûts, mais le plateau lui-même est pas magnétisé, hein. Il se ferme avec un magnète. C'est une période où il y avait beaucoup de jeux de société qui sortaient en mode voyage avec des magnettes. J'en ai pas mal en fait, des jeux classiques, genre des jeux de Go, même des Monopoly, des choses comme ça, qui sortaient en format très petit, avec des petites pièces en magnétisé. Mais là, je sais pas si le but c'était que ce soit portable ou que ou que ce soit plus pour pour que ce soit moins cher en fait. Donc on a donc la rec est assez courte. Donc on voit qu'on a des cartes. Alors, ça fait un peu jeu de loi quand même hein, dans le jeu, parce qu'on a vraiment un point de départ et un point d'arrivée, avec des zones où on se fait attaquer et on doit survivre, tout ça. Par rapport à l'autre jeu qui est vraiment un vrai jeu de bataille spatiale avec un côté entre du coopératif et du compétitif, c'est assez original. Là on a pas mal de cartes, donc avec des chiffres, probablement pour les attaques, avec certaines des cartes qui ont malheureusement souffert à cause d'élastique. Donc le jeu a été conservé. Donc encore une fois, hein, on a assez régulièrement cette situation où on a des jeux qui sont gardés pour garder les cartes ensemble, pour pas les perdre en fait, on met un élastique autour et en fait avec le temps l'élastique fond et fait des dégâts irrémédiables aux cartes. Donc là on a des warp cards. Protect card. On a des cartes de défense, des cartes de warp et ce qui probablement sont des cartes d'attaque. Canon, canon Kogeki, enfin, je pense que c'est des tirs de canon. Lézard, canon, lézard. Donc c'est cartes d'attaque.
C'est des cartes qu'on va probablement utiliser pour... Alors moi pour l'instant j'utilise ces sacs là. Donc je mets tout dans des sacs ce style là en fait. Mais c'est pareil, en fait j'ai pas vraiment de... C'est difficile de savoir qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, 15 ans pour conserver ces choses là. Je sais que il y a des bandes en papier autour des cartes en fait. Au lieu que ce soit un élastique, c'est une... Est-ce que j'ai des jeux qui l'ont là pour montrer ce que c'est? Mais en fait, on glisse les cartes dans une genre de gaine en papier en fait, qui est juste à la bonne largeur. Ça me paraît super bien. Une chose pour garder les cartes ensemble. Mais voilà, il faut avoir des cartes de la bonne longueur et des cartes des bandes en papier de la bonne longueur. Voilà, comme pour les billets de banque, ouais. Exactement, ce genre de. Après, je sais que depuis, il y a beaucoup de gens qui utilisent des élastiques en silicone qui a priori fondent plus. Donc je sais qu'il y a des collectionneurs qui m'ont dit que non, non, mais maintenant ça va les élastiques. Parce qu'il y a des élastiques qui sont moins violents et donc ils utilisent le silicone ou autre. Donc on a 4 joueurs avec 4 couleurs, donc je pense qu'on commence ici sur le point de départ. Alors il dit que choisir qui commence en faisant un janken. Alors janken c'est le pierre papier ciseaux japonais. Bah, alors c'est vraiment ce qu'on appelle enfin en japonais c'est ce qu'on appelle des sugoloku, des jeux de loi. Où vraiment on a un point de départ, un point de fin, et puis donc sudoku normalement en général c'était plutôt avec des dés, et là on utilise une roulette. Donc là j'ai fait 5. Je prends mon commun qui est rouge forcément. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais jusque là. Excusez-moi. Voilà, ça ira mieux. Et donc là j'arrive sur cet endroit-là. Et en fait, il y a plein d'espaces où on doit piocher une carte. Donc là on doit aller jusqu'au prochain Arcadia. Donc là il y a le Arcadia. Encore une carte qu'on pioche. Et donc il y a des endroits où on va revenir en arrière. Je pense que si on arrive ici, on rejoint les zones. Un peu comme le jeu des échelles et des serpents. On doit monter jusqu'en haut. Donc on nous ramène en bas. Donc un jeu assez calme. Assez calme, assez simple. Donc on va accumuler des cartes dans les mains qui nous servent à se protéger en fait des attaques des canons de la base adverse. Ah d'accord, d'accord. En fait quand on reçoit des attaques, quand on fait des attaques, sur les cartes il y a écrit des chiffres, par exemple 1 et 2 là. Sur la roulette, si on fait 1 ou 2, ça touche, sinon ça touche pas en fait. Donc on voit toutes les cartes d'attaque, là ça touche sur un 1, 3, 5, là ça touche sur un 3, 4. Donc les cartes qu'on va utiliser en fait vont toucher sur différents résultats à la roulette. Sachant qu'on peut se protéger donc des attaques ennemies avec les cartes de protection là. Les cartes de warp, probablement ça permet de se déplacer plus vite sur la carte, de rejouer ou des choses comme ça. Donc au fur et à mesure qu'on se déplace, on va piocher de plus en plus de cartes. Il y a clairement des endroits où on se fait attaquer directement par des vaisseaux adverses. Et si on arrive au bout, le premier qui arrive en premier, le premier qui arrive au bout, il gagne la partie quoi. Donc un jeu de Takala assez simple. Donc là on est dans des collections de jeux qui datent des années fin 70, début 80. Donc là ça correspond à la sortie de l'animé d'Albator qui je pense est 78, si je dis pas de bêtises. Albator.
Salut Laurie! Donc là pour l'instant on voit des jeux Albator. Et après on verra si on joue des jeux indépendants. Là je suis sur un jeu. J'essaie de me souvenir la sortie de l'animé d'Albator. En France c'est 78, mais au Japon ça va être plus tôt je pense. Donc c'est un personnage qui a été créé en 69 déjà. En manga et en animé. Donc en français on les appelle ça Albator 78 et 84 par rapport aux années où c'est sorti. Voilà, donc le premier Albator au Japon c'est bien 78 en fait. Donc il arrive en France pratiquement la même période. Donc 78-79. Donc le jeu doit dater, les deux jeux doivent dater à peu près la même période. Et donc fin 70 quoi. Donc ils sont un poil plus vieux que moi. Là on voit les jetons qui sont très utilisés à l'époque pour beaucoup de jeux de société japonais. On les retrouve dans plein de jeux de société japonais, ces genres de petits jetons en plastique là. J'ai beaucoup de jeux qui utilisent des jetons comme ça, avec les couleurs, de taille ou de format différents. On voit aussi des fois des cônes dans d'autres sociétés, mais ça c'est ce qui est le plus courant je pense. Donc voilà, dans cette boîte. L'illustration du plateau est vraiment jolie. Mais bon, pas c'est ça, le jeu est assez simple. Donc c'est une collection qui a vraiment beaucoup de jeux. J'ai un jeu Star Wars dans la même collection. Donc c'est ce qu'on appelle les School Punch. Donc ça c'est le numéro 25 de la collection. Il y en a au moins une quarantaine en tout. Parce qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs séries différentes. Des séries liées à des licences. En fait, là on en voit une liste de 24 écrits derrière, mais après on va voir des éditions spéciales, des rééditions, donc des A, des B, ajoutés aux chiffres. Moi je dois en avoir une dizaine, pas plus. C'est pas forcément une collection que je recherche particulièrement. Mais il y en a un sur Napoléon par exemple que j'ai aussi. J'en ai un sur Star Wars. Et après j'en ai deux, trois qui n'ont pas de licence particulière. Et ça ressemble beaucoup à la collection que j'avais prévu à l'origine de montrer ce soir. À l'origine j'avais prévu de montrer une collection de jeux de époque. Donc j'attends le dernier qui manque. Une collection de jeux fait autour de mangaka. Et malheureusement, j'ai pas encore reçu le colis. Donc ce sera probablement pour la semaine prochaine. Pour une prochaine fois. Mais si tout se passe bien et que le colis que j'attends il arrive bien complet, j'aurai complété la collection de cette série de jeux de société. Donc je suis assez hype, j'ai hâte de recevoir le colis. C'était une semaine assez chargée en enchères et en achats de vieux jeux de société. J'ai la gorge un peu enrouée, donc je vais juste stopper le micro une seconde pour tousser un peu. Voilà, ça va mieux. Ce coup-ci, j'ai pu stopper le micro avant de tousser. Donc voilà. Effectivement, le jeu se ferme bien, il voyage bien, donc a priori, c'était peut-être effectivement fait aussi pour être une forme plus portable. Parce que quand on va comparer au jeu principal qui est sorti à peu près à la même période, on retrouve une partie des illustrations d'ailleurs dessus aussi, qu'on va maintenant découvrir. On pense que ça c'était vraiment la période un peu moins chère, un peu... Dedans, il montre qu'on pouvait les ranger dans une bibliothèque, en fait, un peu pour les ranger comme des livres. Et effectivement, ça donnait ça a un côté vraiment très classe quand on les a rangés dans une bibliothèque toutes les unes à côté des autres. Et on passe au plat de résistance, alors que je dézoome un peu carrément. Mais voilà. Donc là, on a un jeu qui est magnifique. Vraiment, il n'y a pas de mots, la boîte est juste trop belle. Gros jeu de Takala, donc autour de Captain Harlock de Albator. Donc là, c'est
Majin Kogeki Game. Donc on va se battre contre les Majin. Et malheureusement ma boîte, elle a beau être très jolie. Elle a tout un côté qui a disparu. Je vais dézoomer un peu. Voilà. J'ai tout le couvercle super de la boîte qui a pris très très cher, très déchiré sur plusieurs endroits. Un rabat qui manque. Ça c'est un peu dommage. Quand j'ai reçu la boîte comme ça, je me suis dit, ah mon dieu, le jeu il va être en sale état. Parce que c'est pareil, la partie inférieure de la boîte aussi a pas mal de dégâts, assez déchirés. Alors là on est une période où les inférieurs des boîtes n'étaient pas du tout imprimés, hein. C'est souvent juste du carton blanc comme ça. Alors je sais pas pourquoi il y a des découpures sur les côtés, parce que ça n'a pas l'air déchiré, mais il y a genre la pliure est basée bizarrement, donc ça s'est un peu déchiré à cet endroit-là. Et donc voilà, ça c'est la boîte du jeu qui malheureusement n'est pas dans un meilleur état et me laissait penser que le jeu serait lui aussi dans un mauvais état. Bon, si je le dis comme ça, c'est que vous vous doutez bien que c'était pas le cas. Le jeu en lui-même, il est très très beau. Wow, je sais même pas si... Ah, vous avez zoomé la dernière fois. Oui, c'est normal. Je vais demander. Petite seconde. La dernière fois que... Dernier live, j'avais fait un zoom sur la vidéo principale et j'avais pas eu le temps d'arranger ça. Voilà. Là, on a le grand plateau avec dedans une boîte pour ranger les pions. Donc, boîte pour ranger les pions qui, rien qu'elle déjà, elle envoie grave du lourd. Superbe illustration en noir et blanc avec la liste des composants écrits sur le côté. Là, on voit qu'on n'est pas du tout comme l'autre jeu, on est vraiment dans un jeu avec une qualité de production qui est bien supérieure. On a les jetons des joueurs. On a plusieurs paquets de cartes, on va regarder ça. Des jetons qui ont déjà été sortis de leur plateau. Déjà été dépunchés en fait. Et dans le jeu, j'avais même une partie qui était encore sur leur grappe. J'avais 2 grappes de jetons encore sur leur grappe et une partie qui était déjà ouverte. Donc ça, c'est tous les vaisseaux ennemis. Parce que là, le jeu il va être vraiment plus... il y a même un carton qui servait en fait à... Comme les jeux japonais, en fait, les plateaux ne se replient pas entièrement souvent. On a d'autres jeux aussi qui sont comme ça. Souvent, en fait, ils se plient comme un genre de... avec une épaisseur en fait ouverte. Comme ça, ils vont pas se plier à plat. Donc on a souvent un carton qui est là pour protéger en fait et garder ouvert en fait à la bonne épaisseur. Avec la boîte de jetons aussi en fait. Donc la boîte de jetons et ça vont se mettre à l'intérieur. Et vont garder la boîte ouverte à ce niveau-là. Donc beaucoup de jeux japonais anciens ont ces plateaux en fait qui ne se plient pas à plat complètement. Nous on va voir sur les plateaux sur un plateau de Monopoly standard ou des choses comme ça. Donc on a un grand plateau avec plein de cases numérotées de A1 jusqu'à O15. Au milieu, on a la base des Majin. Et on a un départ pour l'Arcadia de chacun des joueurs. Et donc le but des joueurs, ça va être d'aller détruire la carte, de rejoindre la carte au centre, la base au centre et de détruire la base au centre avant les autres joueurs. Mais on va être attaqué par des nuées de vaisseaux. Donc on a des cartes de vaisseaux comme ceci. Et d'autres cartes qui ont des lettres. Et donc, chaque tour, quand on veut spawn,
sais pas le mot français, enfin faire invoquer, enfin c'est pas invoquer, c'est faire juste découvrir où vont apparaître, voilà, apparaître les vaisseaux ennemis. On pioche une carte, donc là on a C10, et en C10, on va mettre des vaisseaux ennemis. Et le joueur en lui-même, eux, ont des cartes d'action. Donc ça c'est les cartes des joueurs. Donc là on a les cartes des joueurs, les cartes Albator, et là on a les cartes des Magines. Et donc les cartes des joueurs sont des cartes d'attaque et de déplacement. Donc Warp, cartes avec des chiffres qui nous permettent de nous déplacer et d'attaquer. Alors le jeu a aussi une roulette, mais la roulette aussi il va l'utiliser d'une façon assez originale. Je vais montrer la règle aussi. Alors, donc on a la roulette du jeu qui est comme ceci en fait, qui est pas du tout une roulette avec des chiffres autour comme on va avoir dans beaucoup de jeux. On va l'utiliser comme pour un dé. Et que là, on va l'utiliser pour savoir si on touche pas un adversaire en fait. On va expliquer ça bientôt. Donc on a aussi une utilisation originale de la roulette et donc les règles du jeu. Donc c'est un jeu qui se joue à 2 à 4 joueurs. Alors c'est du semi-coopératif dans le sens où tous les joueurs peuvent perdre. C'est-à-dire que si on se fait éliminer tous nos vaisseaux, l'adversaire gagne. Mais si on a le temps en fait de détruire la base adverse au centre, on gagne la partie. Non, malheureusement, ce petit défaut que j'ai sur cette version-là, c'est que j'ai quelqu'un qui avait écrit quelque chose et barré sur la notice, donc la notice était un peu gribouillée. Donc là, la règle se lit de façon un peu bizarre en fait. On a le, s'il était ouverte à l'envers, s'il était plié à l'envers. On va lire d'abord cette page-là, ensuite la page derrière, et après on va à l'intérieur en fait. Là on nous explique le setup du jeu. On commence avec le combo qui doit être de façon plate, avec le jaune en haut de la carte. Ça c'est le départ du jeu. On a les cartes de joueurs, donc on va les mélanger. Et chaque joueur va recevoir 5 cartes. C'est intéressant aussi qu'on se déplace en utilisant des cartes, donc c'est un côté moins random, moins lié à la chance qu'un jeu où on aura des dés ou donc les cartes qui restent, on fait une pile. Et là, donc, comme je disais, on a les cartes qui servent à faire apparaître les vaisseaux ennemis. On va en faire 2 piles. Je sais pas trop pourquoi on en a 4. Donc ça nous sert à nous déplacer, ça représente notre vaisseau. Donc le vaisseau vert, le vaisseau vert partirait d'ici.
le rouge d'ici, et donc a priori on en aura un dans chacune des 4 de l'Arcadia. On a 4 jetons chacun. Et ainsi de suite. Ouais, donc quand je joue une carte de joueur, admettons je joue une carte de 6, je peux déplacer un de mes personnages de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas se déplacer en diagonale, c'est que de façon orthogonale. Et à la fin du tour, on repioche une carte pour aller toujours 5 cartes en main. Donc on a 3 types de cartes, les cartes ne peuvent être déplacées. Hmm. Alors il y a des trucs qui sont assez intéressants aussi dans le jeu. On a notamment la base centrale qui peut attaquer. Donc elle va tirer des lasers par rapport à où sont placés les traits. Donc par exemple si elle est de cette force-là, elle va tirer sur toutes les zones qui sont en diagonale comme ça. Donc en fait il faut bien se placer stratégiquement en fonction de comment on va tourner. Parce que chaque tour, la base va tourner pas d'un quart de tour, un huitième de tour. Chaque tour elle va tourner d'un huitième de tour. Et donc on doit faire attention en fonction de où elle est, où elle va tirer, pour essayer d'éviter les lasers de la base. Et nous, de la même façon, quand on va attaquer, en fait, admettons qu'on veut détruire ce vaisseau-là, donc je tire, enfin, je vais tirer sur ce vaisseau-là, je vais utiliser la roulette, et là j'ai complètement loupé en fait. La roulette va vers l'arrière, pas très bien sur l'avant et l'arrière de la roulette, voilà. Donc là je fais tourner la roulette, donc là j'ai complètement loupé parce que c'est vers l'arrière. Est-ce que je vais réussir? Là j'ai réussi, là je touche vers l'avant. Mais si jamais je vais sur un des deux côtés, ça dévie mon tir. Donc, au lieu d'aller droit devant moi, il va partir en diagonale. Et donc je peux toucher un autre vaisseau, voire toucher un de mes potes, un des autres joueurs. Et donc il y a un côté un peu, voire un de mes jetons à moi. Et on doit essayer en fait de venir garer un de nos vaisseaux ici en fait. Et le premier qui amène 2 de ces jetons dans la base centrale en fait gagne le jeu. Et si jamais on n'a plus de cartes en main et plus de jetons, on est éliminé du jeu en fait. Donc on peut perdre en étant éliminé du jeu, et donc tous les joueurs même peuvent perdre potentiellement si aucun n'arrive à rejoindre le centre. Le jeu est vraiment très très beau. Déjà pour l'époque, c'est assez intéressant de voir un jeu qui propose un jeu stratégique comme ça en fait. On est entre le jeu grand public et le jeu un peu plus simulation, donc il y a beaucoup de... Même pas, il y a quand même beaucoup déjà de gros jeux simulation, hein, avec genre des wargames, des jeux de guerre, tout ça. Mais là, on est quand même dans un jeu plutôt pour les enfants ou pour les jeunes adultes. Donc c'est assez intéressant pour l'époque de voir un jeu qui, je pense, qui n'aurait pas honte, d'un point de vue des règles en tout cas, dans un jeu moderne actuel, quoi. Le jeu a autant propose des systèmes intéressants pour faire apparaître les ennemis,
de placement, de stratégique, en fonction de comment la base va se placer, va tourner. Bon, il ne cache pas que le jeu est très très beau, avec des très belles illustrations. Alors, on aurait aimé avoir autre chose que des petits, genre des petites tasses. On dirait les tasses Lego. Les jetons des joueurs, on dirait les tasses Lego. Donc on aurait aimé avoir autre chose que ça comme jetons pour les joueurs. Mais bon, on est. Donc je rappelle qu'on est fin 70, début 80. Date exacte de sortie du jeu, je l'ai pas vraiment en fait. Mais correspond à la période du premier animé. Voilà. On va montrer un peu plus. Hop, on va passer en. Faut faire marcher l'imprimante 3D. Ouais, des petites figurines de l'Arcadia, ça serait pile poil là. Le board est vraiment classe en fait avec les 4 Arcadia comme ça aux angles qui partent. Le genre de tableau de bord en bas avec Albator. Illustration d'Albator en bas à droite du plateau. On a vraiment un plateau qui est très très joli. Les cartes sont aussi vraiment de bonne qualité. Avec des illustrations des vaisseaux dessus. Soit pour les déplacements. Donc là on a des cartes d'attaque, cartes de déplacement. Il y a une carte de warp aussi. Qui permet a priori de se rapprocher de suite de la base centrale. Donc Takalatomi, c'est un des 3 gros pour les jeux société à l'époque. Donc on a vraiment le marché qui se divise entre Takala d'un côté, donc qui n'est pas encore Takalatomi, Takala tout seul d'un côté, Bandai de l'autre, et Epoch. Et donc ils vont essayer d'attraper aussi tous les 3 des licences différentes pour faire des jeux. Bon, Bandai vont être ceux qui vont réussir à avoir le plus de licences, je pense. Mais les 3 arrivent à avoir plutôt des choses pas trop mal. Voilà, c'était mes 2 jeux Albator. Donc là, c'est un jeu que j'aimerais bien tester à jouer. C'est pas trop dur à jouer, mais en solo, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant à montrer et à expliquer. Mais je désespère pas d'avoir des invités en live avec moi ici pour pouvoir jouer à ces vieux jeux. On a joué à un vieux jeu japonais cette semaine sur la chaîne, sur un live YouTube en japonais dans la journée. Peut-être faire des lives aussi la journée parce que le problème c'est qu'avec ma fille c'est compliqué. Ma femme se libère le soir avec le bébé. Donc on va faire des lives tous les deux pour jouer à ces vieux jeux le soir au Japon. Ça me paraît compromis pour l'instant, donc on va faire surtout beaucoup de jeux solo, coopératifs ou autres. Et aussi des jeux dont je peux lire les règles un peu plus de façon un peu plus sûre, parce que là je comprends à peu près ce que ça dit, mais je suis pas sûr à 100% de tout. Ah, le warp en fait, on, on peut utiliser une carte pour se déplacer directement d'une zone à une autre où on veut, et en fait on choisit une ligne. Par exemple, je vais pouvoir ramener de suite un vaisseau au K8, donc je vais choisir la ligne K, et je vais piocher juste une carte du chiffre. Donc je vois là j'ai pioché 11, du coup mon vaisseau va directement warp jusqu'au K11 en fait. Donc on choisit la ligne, mais on choisit pas exactement la case dans laquelle on va tomber. Il y a vraiment plein d'idées assez intéressantes comme ça. Notamment le fait qu'on peut louper une cible en fait et toucher une cible qu'on n'a pas décidé de toucher. Ça c'est vraiment cool je trouve comme idée.
On va ranger tout ça. Et 10h30, donc une petite demi-heure là pour montrer ces deux jeux. On va peut-être montrer quelques autres jeux avant. Je sais qu'en France, il y a eu aussi des jeux de société Albator qui ont été faits. Des vieux jeux de société Albator. Je les ai vus passer en ligne, mais jamais eu l'occasion de les voir en vrai. Je sais qu'il y a un jeu qui a été fait dans la période un peu l'âge d'or, donc début 80, quand Albator passait à la télé et était extrêmement populaire. Je sais pas du tout ce que vaut le jeu français. Là, au Japon, je crois en avoir vu passer un autre sur les chaînes d'enchères, mais je pense que celui-ci c'est probablement le plus intéressant, on va dire en jeu ancien. Alors c'est une licence qui est assez connue au Japon, mais qui n'est pas du tout la licence la plus connue de Leiji Matsumoto, donc le créateur du manga. Je pense que Harlock c'est sa troisième licence, je pense, au Japon. Il y a une autre licence de vaisseau dans l'espace qui s'appelle Yamato, Chusenchan Yamato, qui suit l'histoire d'un énorme vaisseau, le Yamato, qui traverse l'espace pour pour rejoindre la Terre, je crois. Je sais plus s'il rejoint la Terre ou s'il part de la Terre. Je pense qu'il rejoint la Terre et qu'il doit faire ça assez vite avant que les ennemis arrivent. Je suis plus sûr à 100% de l'histoire de Yamato, mais ça c'est probablement sa licence la plus connue. Après, on a Galaxy Express 999 qui lui est sorti en France, est assez connu en France avec le train de l'espace. Et sa deuxième du coup licence très connue. Et Albator c'est plutôt le troisième truc en fait qu'il a fait. Mais en France ça a particulièrement bien marché. J'ai eu la chance en fait de pouvoir travailler comme interprète pour Matsumoto Leiji, donc je suis allé trois fois chez lui pour faire interprète. Et il était adorable. Malheureusement il nous a quittés il y a 2 ans maintenant je pense. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une petite dédicace en fait quand j'avais travaillé avec lui. Voilà. Donc c'était Captain Harlock, le nom japonais de Albator. Machine Kogeki Game. Donc vraiment, on a vraiment tellement de dégâts sur cette boîte. Je pense que si je vois passer un avec une boîte en bon état, mais l'intérieur complètement explosé, je pense que je l'achète juste pour changer la boîte en fait. C'est dommage que la boîte elle ait autant souffert. Le côté qui me manque, c'est vraiment le pire. Aussi, c'est toujours compliqué en fait à réparer ce genre de boîte. Parce que je pourrais scotcher l'intérieur pour le protéger, mais en fait le scotch fera plus de dégâts à long terme que de bien. Donc c'est assez difficile de voir comment les arranger en fait. Moi, mon opinion, c'est de laisser un peu comme ça et d'éviter de trop le manipuler, pour éviter de trop l'abîmer encore plus.